à tous et merci d'avoir choisi Radio J pour démarrer votre après-midi. Steve Nadjar au micro pour vous accompagner jusqu'à 14h30. 30 minutes d'infos qui démarrent tout de suite. Vous pouvez nous suivre sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur Facebook Live. Au sommaire de ce 14h, la chronique écho de Marc Toiti. On reviendra également sur les difficultés autour du pèlerinage d'Ouman en Ukraine cette année en compagnie de notre invité Chaim Nissenbaum. On sera dans un instant aussi en direct du tribunal de Paris pour suivre les audiences du procès des attentats de janvier 2015. Depuis ce matin, ce sont les attaques d'Amedi Koulibaly à Fontenay puis Montrouge qui sont examinées. Mais tout de suite, on fait le point sur les dernières nouvelles avec le journal Gabriel Attal. Bonjour. Bonjour Steve. En Israël, le gouvernement a donc approuvé la version finale des restrictions qui seront en place lors du confinement qui démarrera demain à partir de 14h heure locale. Une série de mesures seront en vigueur comme l'interdiction de sortir à plus de 500 mètres de son domicile, la limitation des rassemblements à 10 personnes en intérieur et 20 personnes en extérieur, la fermeture des commerces non essentiels, des écoles, maternelles, garderies et la réduction du trafic des bus à 50%. Le gouvernement n'a pas indiqué de date de fin du confinement, ce qui peut laisser penser qu'il pourrait être prolongé. Et sur le plan comptable, 4537 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés hier dans le pays. Le ministère de la Santé israélien a enregistré au total 44 984 cas actifs. Parmi eux, 549 patients sont dans un état grave et 140 sous respirateur. 1163 personnes sont décédées de la Covid-19 dans le pays depuis le début de la pandémie. Côté politique, Yuli Edelstein prévient, le confinement pourrait durer. Le ministre de la Santé confie même que les restrictions seront peut-être resserrées. Le déconfinement se fera progressivement, indique l'ex-président de la Knesset, avant d'ajouter il y a un plan complet. La transition des restrictions actuelles au plan des feux de circulation sera progressif. Yuli Edelstein avertit, les restrictions seront prolongées si elles ne sont pas respectées. Deux options se présentent à nous, soit nous faisons plus d'erreurs, soit nous commençons à les corriger. Son intervention a été particulièrement commentée par les médias israéliens. Reuven Rivlin appelle à l'unité et au respect des mesures sanitaires. Le président de l'État d'Israël a demandé aux citoyens de s'unir dans la lutte contre le coronavirus. L'ancien président de la Knesset s'est aussi excusé pour l'échec du gouvernement dans sa gestion de la crise. Je sais, nous n'en avons pas fait assez en tant que responsables pour mériter votre respect. Vous nous avez fait confiance et nous vous avons déçus, a-t-il confessé lors d'un discours officiel. Reuven Rivlin a déclaré qu'il comprenait la déception et l'anxiété ressenties par les Israéliens face au nouveau confinement et aux règles souvent contradictoires destinées à freiner la propagation du virus. Lorsque le coronavirus a fait irruption dans nos vies, nous pensions que ce serait une bataille difficile. Nous espérions une victoire rapide. Nous avons donc accepté les restrictions de la distanciation sociale avec compréhension, malgré les coûts que cela implique. Vous avez payé un prix élevé. Le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin. Diplomatie à présent, le chef du Mossad a indiqué que l'Arabie Saoudite pourrait normaliser à son tour ses relations avec Israël suite aux accords avec les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Yossi Cohen a refusé de dire s'il avait rencontré les dirigeants du royaume arabe. Le chef de l'agence de renseignement israélien a été une figure clé des accords d'Abraham. Il aurait fait la navette vers les États du Golfe lors de nombreux voyages secrets ces dernières années pour nouer des liens clandestins plus étroits avec les nations du Golfe. Yossi Cohen a déclaré à Chanel 12 que ces accords signifieraient la rupture d'un plafond de verre qui existait dans nos relations avec les États arabes. Un optimisme partagé par David Friedman pour l'ambassadeur américain en Israël. Les accords d'Abraham marquent le début de la fin du conflit israélo-arabe. Le diplomate s'est dit ainsi convaincu que la paix dans la région était proche, affirmant que de nombreux autres pays allaient signer des accords avec Israël. Nous avons brisé la glace et conclu la paix avec deux pays importants de la région, a-t-il déclaré. Et comme promis par Donald Trump, d'autres percées diplomatiques suivront, a-t-il ajouté. Et une bonne nouvelle pour les touristes maintenant. El Al prévoit de reprendre ses vols à partir du mois prochain. La compagnie aérienne israélienne commencera à assurer des liaisons vers Paris, New York et Londres dès le 12 octobre. Le 1er octobre, elle assurera des vols vers Athènes. L'annonce intervient à la suite de l'acquisition par un jeune étudiant de Yeshiva, Eli Rosenberg, d'une participation majoritaire dans la compagnie aérienne dans le cadre d'une offre publique de $150 millions
de dollars à la bourse de Tel Aviv. Il détient en effet à présent 42% des actions d'El Al. On parle de l'Iran maintenant dans ce journal. Mike Pompeo insistait hier sur le fait que les États-Unis appliqueraient de nouvelles sanctions de l'ONU contre l'Iran à partir de la semaine prochaine, Gabriel. En août, Washington avait entamé le processus de restauration de toutes les sanctions levées en 2015 de l'ONU contre l'Iran. La décision d'activer le snapback est intervenue après que le Conseil de sécurité de l'ONU ait rejeté la résolution américaine d'étendre l'embargo sur les armes contre la République islamique qui doit expirer en octobre. L'actualité en France maintenant, 12e journée du procès des attentats de janvier 2015. On rejoint tout de suite à 14h05 Michel Zarbib qui suit pour nous les audiences au tribunal de Paris. Bonjour Michel. Bonjour Steve, bonjour à tous. Après s'être longuement attardé sur les attaques des frères Kouachi contre Charlie Hebdo et ses alentours, puis contre une imprimerie, la Cour examine depuis ce matin les attentats commis par Amédi Koulibaly. Avant d'évoquer ensemble, Michel, les événements survenus à Montrouge le 8 janvier, ce sont les faits commis la veille à Fontenay-aux-Roses qui ont été abordés. Oui, c'est très intéressant, il faut bien le dire. À Fontenay-aux-Roses, la géographie, la topographie est importante dans cette affaire Koulibaly puisqu'il s'agit d'un jogger. Il faisait son jogging dans la fameuse coulée verte de Fontenay-aux-Roses. Il s'appelle Romain Dersoir. Il va s'exprimer d'ailleurs dans quelques minutes devant le tribunal. Ça ouvre bien le volet justement de cette affaire des attentats après commis par Kouachi, puisque c'était le 7 janvier au soir que on imagine à ce moment-là que Koulibaly, qui vit d'ailleurs à Fontenay-aux-Roses, va être l'auteur de cet attentat, ce que ne reconnaît pas le jogger lui-même, qui s'exprimera donc encore une fois tout à l'heure. Le périple meurtrier de Koulibaly, vous l'avez dit, commençait donc le 7 janvier au soir, quelques heures seulement après la tuerie de Charlie Hebdo. Et ce soir-là, donc Romain Dersoir effectuait son jogging. Il est grièvement blessé par plusieurs tirs d'armes automatiques. Et justement, et la présence aujourd'hui de cet individu pourra marquer peut-être en effet les informations qui nous manquent sur ce dossier. Michel, déterminer les intentions d'Amédi Koulibaly le 8 janvier au matin, donc le lendemain, cette fois à Montrouge, est l'un des enjeux de cette journée d'audience. Est-ce qu'on en sait davantage ? Est-ce que le terroriste avait prévu, comme beaucoup l'ont supputé, de s'attaquer à la synagogue et à la crèche juive qui se trouvait près de l'endroit où la policière municipale Clarissa Jean-Philippe a été assassinée ? Oui, absolument. C'est la question qui se pose. Ce matin, elle a été minutieusement étudiée en compagnie de la police judiciaire, qui s'exprimait par la voix d'un des officiers chargés de l'enquête. En l'occurrence, cette affaire de Montrouge, à ce moment-là, on ne connaît pas le lien qui peut exister entre ce qui s'est passé à Fontenay et à Montrouge. Toujours est-il que cet homme lourdement armé qui surgit de son véhicule avenue Brossolette à Montrouge, à la vue de l'uniforme de Clarissa Jean-Philippe, ouvre le feu à la Kalachnikov sur Clarissa qui est tuée sur le coup d'une balle dans le dos. Et puis, on se posait donc la question de savoir si, en effet, l'école juive avait été visée, la crèche, évidemment, de la rue Gabriel-Péri à Montrouge. Ça reste toujours difficile de l'estimer pour l'heure. Il pourrait s'agir aussi, c'est une thèse qui a circulé, qui est l'école juive, elle, de la Porte de Vincennes. L'école de l'Alliance était peut-être visée par l'individu Koulibaly, qui lui donc sera le 9 janvier identifié comme l'auteur des coups de feu, évidemment du meurtre de Clarissa Jean-Philippe. À noter que la famille de cette agent de police d'origine martiniquaise est venu ce matin pour témoigner, là aussi, des victimes qui ont été un peu oubliées ces derniers temps. Michel Zarbib depuis le tribunal de Paris. Merci Michel. Merci. On continue avec le reste de l'actualité en France. La pandémie continue de se répandre. Près de 10 000 nouveaux cas de coronavirus ont été rapportés, Gabriel. Le taux de positivité des tests s'établit à 5,4% et 77 foyers épidémiologiques ont été répertoriés les dernières 24 heures. 84 départements sont désormais en situation de vulnérabilité modérée ou élevée. Et 46 personnes sont décédées ces dernières 24 heures du coronavirus dans le pays, portant le bilan du nombre de victimes à 31 045 depuis le début de la pandémie.
Et c'est l'un des événements médiatiques de la journée. Olivier Véran tiendra à 17h une conférence de presse pour annoncer probablement de nouvelles mesures, Gabriel. Après Marseille et Bordeaux, de nouvelles restrictions dans certaines villes pourraient être mises en place, notamment à Lyon et Toulouse. La ville rose connaît un taux d'incidence de 225 cas pour 100 000 habitants. Une amélioration de l'accès aux tests pourrait également être annoncée par Olivier Véran. Leur nombre est aujourd'hui conséquent, 1,2 million par semaine, mais les laboratoires sont embouteillés et les délais d'attente trop longs. Le ministre pourrait aussi annoncer l'arrivée d'autres tests rapides, les tests salivaires, dont la fiabilité est à l'étude. Agenda social également bien rempli cet après-midi. Plusieurs syndicats ont appelé à des grèves et des manifestations. C'est la première mobilisation syndicale depuis le déconfinement. Le cortège est parti à 14h tout à l'heure de la place de la République. La CGT avait appelé dès le début du mois de juillet à une journée de mobilisation interprofessionnelle le 17 septembre. Les enseignants de la FSU et plusieurs organisations de jeunesse, dont l'UNEF, s'y sont ajoutés à la fin de l'été. Force ouvrière et la CFDT, pour l'instant, ont préféré ne pas se joindre au mouvement. Dans ce contexte de mouvement social, Édouard Philippe a appelé hier soir au rassemblement. Lors d'une réunion publique à Octeville-sur-Mer, l'ancien Premier ministre ne s'est pas contenté d'appeler à voter pour la sénatrice Les Républicains Agnès Canaillé, candidate à sa réélection. Devant une centaine d'élus, l'ex-chef du gouvernement en a profité pour distiller quelques messages politiques. Pour lui, nous allons affronter une tempête sociale, économique. Je pense que nous aurons bien besoin, dans les semaines, les mois et les années qui viennent, de cette capacité de rassemblement, de dépassement, de cette boussole que j'évoquais, de ces femmes et ces hommes de bonne volonté qui comprennent que nous allons subir, que nous allons traverser une très forte bourrasque. Quand vous êtes sur un bateau et que la tempête arrive, l'important n'est pas forcément d'être d'accord sur toutes les questions avec ceux qui sont avec vous sur le bateau. L'important, c'est de savoir où on veut aller et comment est-ce qu'on va affronter la tempête. Et je pense que nous allons affronter une tempête. Déclaration d'Édouard Philippe, certainement suivie avec attention à l'Élysée. En attendant, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, était l'invité d'honneur hier à l'occasion de l'ouverture de la semaine de l'immobilier à Paris, et l'ancien chef de l'État a fustigé les écologistes qui avaient critiqué les coureurs du Tour de France. Pour Nicolas Sarkozy, ces derniers ont une façon de regarder l'avenir avec crainte et détestation de tout ce qui est nouveau et moderne. La vague verte aux dernières municipales marquée par les conquêtes écologistes dans plusieurs grandes villes dont Lyon, Bordeaux ou Marseille ne représente d'ailleurs pas un signe de progrès, selon l'ancien président de la République. Maintenant, c'est les sapins de Noël. Mais on va s'arrêter où? J'aime le Tour de France. C'est un spectacle gratuit avec des gens admirables qui font un sport admirable. Jamais j'aurais imaginé qu'on attaquerait ces gens-là, qu'on les mépriserait en les traitant de pollueurs et de machistes. C'est ça la régression. Et puis une élection importante dans les médias. Dov Alphon est devenu le nouveau directeur de la rédaction du quotidien Libération. L'ancien directeur du quotidien israélien Haaretz succède ainsi à Laurent Geoffrin à la tête du journal de gauche depuis plusieurs années. Le journaliste franco-israélien a remporté 90% des voix hier. En Israël, Dov Alphon est un journaliste respecté au parcours atypique, réputé exigeant, talentueux au risque de la dispersion, aimable mais à sang-froid. Ses anciens collaborateurs loue à l'image du journaliste d'investigation Ronen Bergman sa culture d'intellectuel à l'européenne. Merci Gabriel Attal. 14h13, pas de Pascal Zonchen exceptionnellement aujourd'hui. On retrouvera notre correspondante permanente à Jérusalem demain. Mais on rejoint maintenant l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour Steve. Marc, nos auditeurs ont désormais l'habitude de vous retrouver avec plaisir tous les jeudis dans le 14h de Radio J. Ils peuvent également vous lire et lire vos analyses dans votre dernier livre Reset, quel nouveau monde pour demain, qui est paru chez Bouquelis. Marc, une bonne nouvelle nous est parvenue hier en provenance de l'OCDE. En dépit des prévisions pessimistes, l'économie mondiale se redresse plus rapidement qu'escompté. On envisageait en effet une récession de 6%. Elle ne sera finalement, selon l'OCDE, que de 4,5%. Comment l'expliquez-vous ? Alors bon, en ce qui me concerne, j'avais moi déjà des prévisions de baisse du PIB mondial de 4,5%. Donc je dirais que l'OCDE, elle s'est collée sur mes prévisions. Peut-être qu'elle était un petit peu trop pessimiste à la base, c'est-à-dire qu'en fait, elle a surréagi
à la forte baisse de l'activité mondiale au cours du premier semestre. Donc là, effectivement, on a une amélioration, c'est un rebond technique, mais bon, vous l'avez dit, c'est quand même moins 4,5% au niveau mondial. C'est quand même du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. À titre de comparaison, lors de la récession de 2009, le PIB mondial à l'époque n'avait baissé que de 0,1%. Donc là, c'est quand même moins 4,5%. C'est quand même évidemment assez dramatique. Et puis bon, donc c'est moins grave, mais c'est grave quand même. Ah bah évidemment, ça reste quand même très très grave pour tous les pays d'ailleurs, y compris pour la France. Je vous rappelle qu'on avait effectivement un effondrement de l'activité au cours du premier semestre. Donc là, on a un redémarrage technique. Vous savez, c'est comme quand on touche le fond de la piscine. Généralement, on remonte, ce qui est logique. Le problème, c'est d'abord, est-ce qu'on va remonter assez haut pour justement retrouver un niveau normal d'activité? J'aimerais dire oui, mais malheureusement, on en est loin parce que on annonce encore une baisse donc de 4,5% au niveau mondial. Si on regarde la France, ça sera entre moins 9 et moins 10%. Donc c'est quand même là aussi une forte baisse de l'activité. Puis surtout, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OCDE fait la même erreur qu'elle avait faite à l'époque de la pandémie. C'est-à-dire ses dernières prévisions. C'est-à-dire qu'en fait, elle a vu qu'on était tombé très très bas. Elle s'est dit bon ben voilà, on va extrapoler sur le futur. Et donc c'est pour ça qu'elle était très pessimiste. Là aujourd'hui, elle fait un petit peu l'inverse. Elle voit quelques bons chiffres qui ont été publiés au mois de juin-juillet, donc avec le déconfinement. Et donc maintenant, elle pense que ça va être comme ça sur toute la fin de l'année. Or malheureusement, on le voit, il y a encore beaucoup de risques, notamment en Europe, puis également aux États-Unis. Il y a les élections américaines qui risquent de générer pas mal d'incertitudes. Et donc là aussi, ça risque d'être particulièrement douloureux. Par contre, c'est vrai que on a la grande surprise, donc entre guillemets, ça reste l'économie chinoise qui a déjà retrouvé son niveau de PIB d'avant la crise. Donc c'est ça un petit peu le paradoxe, et ce qui nous fait un peu rager, parce que ce que j'explique dans Reset, mon dernier livre que vous avez cité, c'est qu'effectivement on a une économie chinoise qui est à l'origine de cette pandémie, et c'est elle qui s'en sort le mieux pour l'instant. Donc c'est un petit peu paradoxal. Marc, ça nous rappelle qu'il faut se redresser rapidement. Marc, l'OCDE ajoute que l'économie mondiale devrait même renouer avec la croissance dès l'an prochain au rythme de 5%, mais l'organisation ajoute, si j'ose dire, un codicille. Tout cela n'est envisageable que si les gouvernements gardent plus ou moins le contrôle du coronavirus. Est-ce que vous partagez cette estimation? Je rappelle que vous êtes le président du cabinet ACDFI. Oui, bien sûr. Moi, globalement, je pense qu'on a un rebond, encore une fois, technique pour 2021, et on l'espère tous. Maintenant, c'est sûr que si on trouve un vaccin, ça ira encore mieux, qui marche, évidemment, un vaccin qui soit fiable. Moi, je pense qu'il ne faut pas rêver, mais surtout, ce qui compte avant tout, c'est que pour justement obtenir ce redémarrage, on a eu une valse des milliards. On a injecté des milliards de dollars, même des milliers de milliards de dollars et d'euros à travers le monde. Maintenant, il faut que ça serve à quelque chose. Il ne faut pas que ce soit juste des dépenses comme ça, un petit peu dans le vent. Il faut surtout une stratégie d'investissement, d'innovation. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que, notamment en France, on n'utilise pas justement une partie de ces milliards pour la recherche, notamment au niveau des tests. Parce qu'aujourd'hui, si on veut retrouver une vie relativement normale, il faudrait des tests immédiats. Ça veut dire, voilà, on fait un test salivaire immédiat, et au bout de quelques minutes, on sait si on peut retrouver... C'est notamment la promesse des tests antigéniques qui vont être commercialisés dans les prochains jours. Merci beaucoup, Marc Toiti. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, et je vous souhaite surtout Shana Tova. Shana Tova, et je vous souhaite une bonne année pour tous. Merci Marc, à la semaine prochaine. 14h18, on va marquer une pause, ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de ce journal en compagnie de Chaim Nissenbaum, le porte-parole du mouvement Lubavitch. Nous reviendrons sur le pèlerinage mouvementé cette année à Ouman en Ukraine. Vous êtes bien sur Radio J, à tout de suite. Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie du 14h de Radio J. Steve Nadjer au micro pour vous accompagner jusqu'à 14h30. Tout de suite, le grand entretien de cette édition. Chaim Nissenbaum, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole du mouvement Lubavitch. Environ 1500 à 2000 juifs sont actuellement bloqués à la frontière séparant la Biélorussie de l'Ukraine. Ils tentaient de se rendre à Ouman pour pèleriner sur la tombe de Rabbi Nachman de Breslev. Avant de revenir sur les détails de cette actualité brûlante, un mot peut-être d'abord sur ce pèlerinage. Quelle en est l'origine ? Bien, l'origine est depuis le décès en réalité de Rabbi Nachman de Breslev, qui est un grand personnage du monde chassidique. Et pas seulement du monde chassidique d'ailleurs. Aujourd'hui, ses livres ont été traduits un peu dans toutes les langues. Ils sont extrêmement connus. Sous forme souvent métaphorique, il donne des enseignements extrêmement profonds. Ces enseignements ont été d'ailleurs développés par ses disciples. Une des choses qu'il a dites, alors disons d'abord que le pèlerinage sur la tombe de maîtres, de sages, est une très ancienne tradition juive. Au-delà même du
la coutume chassidique. Absolument. Dans le monde séfarade, par exemple, on avait coutume de se rendre sur les tombeaux des tzadikim. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des pèlerinages qui sont organisés. Notamment au Maroc. Ou en Tunisie à la Griba. Mais ces pèlerinages ont toujours été un domaine spirituel extrêmement fort, extrêmement présent dans la conscience juive. Pourquoi ? Bien parce que le personnage qui se trouve enterré là n'est pas perçu comme véritablement mort. Un verset nous l'indique que les tzadikim, les maîtres, les justes, même dans leur mort, sont appelés vivants. Ils continuent leur fonction spirituelle, même si physiquement ils ne sont plus là, puisque évidemment aux yeux du judaïsme, la frontière entre le monde matériel et le monde spirituel est extrêmement ténue et qu'on passe facilement de l'un à l'autre. Donc qu'est-ce qu'on cherche finalement à Ouman ? C'est une forme de connexion spirituelle ou mystique peut-être avec... Exactement. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman l'a dit lui-même, il a recommandé à chacun de ses disciples de se rendre sur son tombeau à l'occasion de Rosh Hashanah, ce qui explique l'actualité présente. Pourquoi, a-t-il dit, il lui garantit que ses fautes seront pardonnées, parce que lui-même interviendra auprès de Dieu dans les mondes spirituels pour que tout soit effacé. Alors pour les disciples de Rabbi Nachman, ceux qui suivent ses enseignements, c'est même pour beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est une occasion extraordinaire. Et donc ils ont toujours aspiré à se rendre à Ouman, qui se trouve être aujourd'hui en Ukraine. Alors maintenant, se rendre à Ouman n'a jamais été une chose facile. Dans les siècles passés, Ouman n'a pas toujours, et le pays où se trouve la ville, n'a pas toujours été très accueillant pour les Juifs. Il y a eu des temps de pogrom, il y a eu les temps de persécution anti-religieuse du communisme, et donc rien n'a jamais été vraiment simple. Mais malgré tout, il y a toujours eu des groupes de disciples de Rabbi Nachman qui se sont rendus sur le tombeau de leur maître. Aujourd'hui, cette Haïloula, du fait des changements fondamentaux dans le monde, changements technologiques bien sûr, les possibilités de transport, mais aussi changement de politique des uns et des autres, l'ouverture du monde globalement, eh bien cela permet à des foules extrêmement nombreuses d'aller faire ce pèlerinage. C'est un peu plus compliqué cette année, évidemment, en raison de la pandémie de la Covid-19. Les autorités israéliennes ont tenté ces dernières semaines de dissuader leurs citoyens de se rendre à Ouman. Il y a un dialogue continu avec les autorités ukrainiennes. Une demande qui a été plus ou moins suivie, on le voit ces derniers jours. Est-ce que, selon vous, le gouvernement israélien a fait le bon choix en essayant d'appeler, si j'ose dire, ses citoyens à la raison ? Oui, bien sûr. La santé est une donnée primordiale. Le Maïmonide le exprime très clairement. Avoir un corps en bonne santé est un des chemins du service de Dieu. Autrement dit, on n'a pas le droit de se mettre en danger. Dans une situation similaire, par exemple, de l'autre côté de la planète, à New York, le tombeau du rabbi de Lubavitch a été pendant tout un temps interdit de visite. Et on disait aux gens, ne venez pas, y compris pour la Hiloula. Absolument, pendant la période Covid, y compris pour la Hiloula du Rabbi qui tombait pendant l'été. Ce qui veut dire qu'ici, il n'est pas question en réalité de négliger ces précautions. Ouman est un peu victime de son succès. Les gens qui y vont aujourd'hui ne sont pas forcément des disciples à strictement parler de Rabbi Nachman, ce sont des gens qui respectent Rabbi Nachman et qui espèrent avoir une bénédiction, qui aussi éprouve une grande joie de participer à une cérémonie juive de cette ampleur. Et c'est vrai que c'est très impressionnant de voir des juifs venus de tous les coins du monde se regrouper là par centaines. Mais malgré tout, il faut dire à tout cela que Rabbi Nachman lui-même probablement préfère que ceux qui le connaissent, que ses disciples préservent leur santé et continuent de vivre. Et que s'il a promis que toutes les fautes seraient pardonnées, eh bien, il n'a pas promis en tout cas que la santé serait préservée. Et cela, chacun en a la responsabilité. La santé prime, et évidemment. Chaim Nissenbaum, nous trouvons à la veille de Rosh Hashanah. Comment s'organisent les rituels des jours à venir et des semaines à venir dans les synagogues Lubavitch? C'est qu'il faut envisager, de la même manière qu'il faut envisager très sérieusement de ne pas se rendre à Ouman, même s'il est déjà un peu tard maintenant, mais est-ce qu'il faut envisager pour certains et dans certaines situations de ne pas se rendre à la synagogue et de prier finalement ailleurs, chez soi peut-être? Tout à fait.
Il faut être très clair sur ce sujet. Encore une fois, la santé passe avant tout. Alors quand il y a des personnes fragiles, des personnes un peu âgées, des personnes qui souffrent d'une autre maladie, etc., etc. Enfin, tous les cas que... Et qui souffrent aussi devant l'hypothèse de ne pas se rendre à la synagogue ces jours bien sacrés. sûr. Alors, quelle est la mitzvah essentielle de Rosh Hashanah? Le commandement appliqué, c'est le shofar. Alors évidemment, on dira, mais comment écouterons-nous le shofar si nous ne sommes pas à la synagogue? Des solutions existent, il suffit de se faire connaître. Il faut dire, et je recommande à toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, d'appeler leur communauté et de dire, voilà, je suis là, comment peut-on faire? Là, des tas de solutions. Soit quelqu'un vient chez eux pour sonner du shofar, soit simplement ils peuvent se rendre à la synagogue, ne pas y entrer, se tenir devant la porte et quelqu'un sortira pour leur sonner du shofar. Et le shofar viendra à vous. Exactement. Ne l'oublions pas, le shofar est essentiel, Rosh Hashanah est un jour fondamental, il ne faut pas le rater. Mais il faut rester en bonne santé et servir Dieu toute l'année. Et pour cela, on a besoin de son corps. Un dernier mot, Chaim Nissemom. Vous êtes l'auteur chaque semaine de billets lumineux. Et c'est un commentaire personnel, mais non moins sincère, chaque semaine dans le feuillet proposé par le Beth Lubavitch. En ces temps un peu moroses, où est-ce que vous cherchez l'optimisme? Justement, parce que, vous savez, derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Il suffit de savoir regarder. Il suffit de voir que finalement, le soleil va apparaître. Et je vais vous faire une confidence. Je m'efforce dans mes billets de transmettre cette idée-là. Ça ne sert à rien de se renfermer en soi-même et se dire tout est gris, tout est perdu, nous aurons des fêtes affreuses, par exemple. Non, il faut dire au contraire, les fêtes seront belles. Il suffit d'ouvrir un petit peu plus les yeux et de faire un petit effort pour écarter les nuages et le soleil apparaîtra. Le biais positif. Merci beaucoup, Chaim Nissemom, d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement Lubavitch. Shana Tova. Shana Tova à tous. Un entretien enregistré juste avant ce journal. On va terminer en musique cette demi-heure, c'est la bande-son du 14h. Je voudrais vous faire découvrir cet après-midi cette initiative intitulée Amané Israël, les artistes d'Israël. Alors des artistes tels que Aviv Alouche ou encore Lior Narkis se sont associés pour soutenir une initiative spirituelle, Veten Chelkenu. Il s'agit d'un recueil de textes spirituels à étudier chaque jour. Des artistes d'origine et de sensibilité très variées. Le titre s'intitule Shmor Alai, protège-moi. L'après-midi continue sur Radio G avec Hélène Schumann que je salue. Ah Steve, j'adore vos chansons. Et ben, merci. Lior Narkis, voilà, le jeune. C'est ça. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour une nouvelle édition du 14h de Radio J. Merci de votre fidélité. Bel après-midi. À demain. Portez-vous bien.